Ravi de vous retrouver et pour moi de retrouver un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a maintenant euh, plus de 25 ans, celui des relations entre les milieux littéraires français et le cinéma des premiers temps. Alors en réalité, je vais un peu déplacer le sujet de mon intervention, de ma causerie par rapport à ce que j'avais annoncé, parce que quand j'ai proposé le titre de cette causerie, je n'avais pas encore pu voir les films. J'ai donc été très prudent par principe. Je ne savais pas si j'aurais beaucoup à vous dire des films eux-mêmes, ni ce que j'aurais à en dire, et encore moins ce que j'allais ressentir à leur vision. Ce sont des films qui, au moment de la conception de la programmation culturelle, étaient encore en cours euh, de restauration, je crois. J'ai donc prudemment proposé un titre, celui qui est dans le programme, qui évoque le contexte de la production du film de 1910, donc de la première version cinématographique du Voile du Bonheur. Donc le contexte, c'est-à-dire ce qu'est le spectacle cinématographique à cette époque-là, les salles, la vogue de ce qu'on a appelé les films d'art, l'apparition de la catégorie d'auteur dans le cinéma avec un sens différent d'aujourd'hui, toutes sortes de sujets qui pouvaient aider à situer ce film de 1910 dans son époque. Et puis j'aurais pu à partir de là faire des comparaisons avec le contexte de l'adaptation de 1923 qui est très différent et même opposé à bien des écarts. Et puis j'ai pu voir ce film donc peu de temps après avoir proposé le titre et je dois dire qu'il m'a procuré un grand plaisir. Je me souviens avoir tout de suite réagi par mail disant que c'était un régal. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus agréable, bien sûr, de faire une intervention au sujet d'un film qu'on a aimé, mais que le plaisir, c'est aussi une des choses qui est les plus difficiles à partager, il me semble, enfin pour moi, plus difficile à partager que les savoirs, surtout quand les modes de représentation cinématographique sont aussi éloignés de ceux qui sont familiers aux spectateurs d'aujourd'hui, à vous et même à moi. Parce que oui, en effet, remonter au début des années 1910, dans le cinéma de cette époque, c'est remonter vers des formes filmiques qui nous sont presque absolument étrangères, terriblement étrangères. Et elles sont devenues étrangères à nous, non pas par l'effet d'un lent éloignement au fil des cent années qui se sont écoulées depuis, mais elles sont devenues étrangères dès les années 20, parce que entre le milieu des années 10 et le milieu des années 20, donc quelques années après ce film, sont apparus tous les éléments de la syntaxe cinématographique classique, c'est-à-dire les valeurs de plans différenciés, avoir des plans larges, des plans rapprochés, des plans d'ensemble, les éclairages expressifs, un jeu sur les lumières pour souligner des éléments significatifs, et puis le découpage et le montage, tous ces éléments liés entre eux qui constituent la syntaxe cinématographique, qui n'est pas présent de façon, sinon à l'état vraiment embryonnaire, dans un film de 1910. Et c'est d'ailleurs ce qui explique ce fait à première vue curieux qu'on ait pu adapter Le Voile du Bonheur de Georges Clemenceau en 1910 et en 1923, si peu de temps après. C'est en fait un phénomène qui était extrêmement courant parce que les films d'avant 1914 étaient devenus si démodés dans les années 20, si inexploitables auprès du public, que tous les sujets littéraires adaptables pouvaient passer une deuxième fois dans la machine à adaptation pour en produire des versions beaucoup plus actuelles. Alors, peut-être n'avez-vous pas pu voir ce film, ou peut-être l'avez-vous vu dans l'exposition il y a plusieurs semaines et l'avez-vous oublié. Donc, je propose que nous voyions un court extrait pour nous mettre dans le bain, pour commencer. Donc, on est au début du film. Premier tableau. Donc, vous voyez, très classique,
un tableau traité en un seul plan, en continu, en vision d'ensemble, très théâtral, on pourrait dire, même si précisément cette théâtralité, je vais y revenir en détail. Fin du premier tableau. Alors si je tente de voir clair dans les plaisirs de spectateurs, certes habitués au cinéma de cette époque, que me procure ce film, parce que j'aimerais vous les faire partager à vous qui les connaissez peut-être moins, je crois que je vois trois sources de plaisir. Le premier, c'est d'abord que c'est une capsule temporelle, hein, si je peux dire. À chaque fois qu'un film de cette haute époque est redécouvert, il faut penser à ce petit miracle, un rouleau de pellicule composé de quelques milliers de photographies qui sont alignées sur une bande de celluloïd, a traversé des décennies dans l'obscurité d'une boîte métallique. Personne ou presque ne s'y est intéressé depuis les dernières projections publiques qui remontent peut-être, alors la copie est soviétique, enfin c'est une copie, je veux dire, d'exploitation en Russie, peut-être jusqu'aux années 20 qu'on a pu montrer un film comme celui-là. Mais sans doute que depuis 100 ans, ce film dormait ou est très rarement sorti de sa boîte. Mais il y a peut-être passé, à part pour des changements de boîte ou une vision par un cinémathécaire, il y a passé tout son temps. Et pourtant, cette copie, elle est passée, c'est là qu'est le miracle, à travers tous les dangers qui ont fait périr la plus grande partie des films de cette époque et qui fait que la plupart sont invisibles et introuvables. On ne l'a pas mise au rebut à l'époque après utilisation. On n'a pas récupéré le celluloïd pour remettre de l'émulsion vierge dessus et faire un nouveau film avec, une forme de recyclage qui était courante. Elle n'a pas pris feu spontanément parce que les pellicules étaient en support spontanément inflammable. Et même une fois collectée par la cinémathèque de l'URSS, elle n'a pas disparu dans les aléas qui ont jalonné l'histoire des archives du film jusqu'à nos jours. Incendies, inondations, etc. Voilà, petit miracle, 100 ans après, les images sont là, elles nous attendaient au fond de leur boîte, elles reprennent vie si on les fait défiler. Et ce qu'on voit là, bien sûr, c'est une œuvre d'imagination, inutile d'y insister, mais c'est aussi un documentaire, paradoxalement. Parce que là, en voyant ces images, je touche du doigt de manière immédiate un jour ou deux en 1910, les 28 et 29 juillet 1910, on le sait, c'est pas toujours le cas, où quelques acteurs des théâtres parisiens se sont rendus au théâtre de prise de vue, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le studio de la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, qui était installée à Vincennes dans le vaste ensemble industriel qu'avait bâti Pathé près du bois de Vincennes. Et là, sur un plateau chargé de différents décors, ces acteurs ont joué devant le metteur en scène Albert Capellani et devant deux opérateurs qui actionnaient la manivelle de leur caméra. Et malgré la profusion d'artifices qui veulent me faire croire que je suis en Chine, ou plutôt grâce à eux, parce que évidemment ils portent la marque d'un exotisme assez daté et que je ne peux pas me croire tout à fait en Chine, je suis pris en même temps dans une fiction, cette fiction adaptée de Georges Clemenceau, et en même temps je suis pris dans la pensée de ces deux journées de tournage près de Paris, où donc devant des décors montés sur des praticables, ces acteurs costumés, grimés, ont joué rapidement, hein, tout ça est mis en boîte encore une fois en 2 jours. Alors je peux savoir par exemple qu'il faisait beau ce jour-là, dans la scène de rue qui a été tournée sous le vélum du studio. On a des ombres tout à fait marquées. Ici, voilà, on est sur un tableau qu'on verra tout à l'heure qui est éclairé par la lumière du jour traversant le vélum.
Et puis pour la courte scène de séduction et de révélation de la trahison, un peu plus loin, excusez-moi, c'est pas ça, zut, je reviens en arrière. Pour une courte scène, voilà, qui elle est tournée en extérieur et pas en studio, je suis relativement convaincu que les acteurs se sont transportés rapidement au jardin d'essai colonial, où des constructions de style chinois ont été bâties pour l'exposition coloniale de 1907. C'est aujourd'hui le jardin d'agronomie tropicale de Nogent dans le bois de Vincennes. Je n'ai pas pu vérifier que le petit édicule là y existe encore, ce qui aurait permis d'établir ça avec certitude. Mais de toute façon, une partie des constructions ont disparu, donc il faudrait se plonger dans les photographies d'époque. Mais le plus probable, c'est qu'effectivement, cette scène ait été tournée dans le bois de Vincennes. Ces constructions leur tendaient les bras et c'était évidemment la solution qu'on choisissait, proximité, économie. Et donc, quand on se promène aujourd'hui dans ce secteur, Vincennes, Montreuil, Le Bois, Nogent-sur-Marne, on traverse des lieux qui sont peuplés d'images fantômes, celles des innombrables tournages en extérieur qui ont été faits par les équipes Pathé dans les environs de leur théâtre de prise de vue dans ces années-là. Y compris voilà, des films américains avec des détectives qui sont tournés dans le domaine du bois de façon évidente, des choses des superpositions comme ça, parfois un peu cocasses. Le deuxième plaisir maintenant que me procure ce petit film d'Albert Capellani, c'est qu'il est l'expression d'un cinéma de studio. Autrement dit, d'un cinéma qui représente une forme de classicisme parfaitement maîtrisé. Un classicisme, c'est-à-dire un art normé, un art avec un cahier des charges de représentation extrêmement rigide d'un côté, mais en même temps qui permet à des individualités artistiques de s'exprimer dans ce cadre et qui fait que ces films ne sont pas anonymes. Alors au premier abord, peut-être vous avez cette impression ou pas, je l'espère pour vous, on peut avoir l'impression que ces films de 1910 se ressemblent tous sous le rapport du jeu des acteurs, sous le rapport de la mise en scène. Systématiquement, on a des plans d'ensemble à peu près à la même échelle. Encore une fois, on n'a rien de la syntaxe qui engendre aussi de la dynamique, des valeurs de plan à différentes échelles et du montage. Donc toutes les formes expressives subtiles que permettent le plan rapproché sur un corps, sur un visage, ne peuvent pas se déployer. Les acteurs sont obligés d'adopter une mimique qui est liée à la distance avec la caméra. Et tout ce cinéma a pu être couramment résumé sous une expression un peu infamante, entendue comme ça, en tout cas celle de théâtre filmé. C'est assez difficile de se débrouiller avec cette expression de théâtre filmé, parce qu'elle sous-entend souvent que ça serait un cinéma dépourvu de vrai cinéma, que ça serait un cinéma qui, en fait, simplement consiste à faire du théâtre et à placer à distance une caméra passivement, et puis juste à enregistrer. Voilà. En fait, cette expression, elle est trompeuse, parce que bien sûr, les techniques de jeu d'acteur, les techniques de mise en scène, les techniques de décor, les techniques de costume proviennent à cette époque directement des savoir-faire du monde théâtral, au point que ces films constituent aujourd'hui des sources très précieuses pour l'histoire des techniques du théâtre autour de 1900. Hein. Dernier livre que j'ai fait avec Aurélien Poitvin et Rémi Campos, c'est précisément sur en quoi les films des premiers temps peuvent être des sources pour apprendre des choses sur les techniques du théâtre. Donc bien sûr, cette dimension théâtrale, elle est là puisque c'est des gens de métiers de théâtre qui viennent les réaliser. Mais rabattre strictement ce cinéma sur un préexistant théâtral, c'est exagéré, au sens où si ce cinéma s'inscrit pleinement dans le sillage du théâtre, il n'est pas inexistant en tant que cinéma. Alors pour le faire comprendre, en fait, je crois, pour faire comprendre qu'en fait ce serait simplificateur de faire une sorte d'opposition entre d'un côté le cinéma est absorbé par le théâtre ou de l'autre côté le cinéma est autonome par rapport au théâtre, et faire comprendre qu'en fait c'est plus subtil et que c'est pas aussi catégorique et que c'est ni l'un ni l'autre, on peut faire le parallèle avec un autre mode de reproduction mécanique qui démarre à peu près à la même époque, légèrement avant,
c'est le phonographe, c'est l'enregistrement sonore. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, la musique enregistrée n'a jamais été considérée autrement que comme de la musique. C'est le prolongement, c'est l'extension de la musique, ça n'est pas comme la musique entendue en vivant, en live, mais c'est tout de même pour nous de la musique. Et au contraire, aujourd'hui, personne n'irait dire que, ou presque personne, je pense, n'irait dire du cinéma que c'est une forme de théâtre. On a l'habitude de parler du théâtre et du cinéma comme de choses complètement distinctes. En 1910, cette dissociation entre cinéma et théâtre n'avait pas encore eu lieu. Et de la même manière que le phonographe, l'enregistrement sonore prodigue de la musique à travers des médiations techniques spécifiques qui fait que ça n'est pas comme les conditions de concert et qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de médiations techniques et en fait adapter la musique à l'enregistrement sonore parce qu'on ne peut pas se contenter de placer un phono devant un musicien, surtout à cette époque, pour avoir un enregistrement sonore valable. Et bien de la même manière, le cinématographe prodigue à cette époque du théâtre ou du théâtral, on pourrait dire, à travers des médiations techniques qui déterminent les formes que peut prendre la mise en scène et qui fait que ça n'est pas juste du théâtre devant lequel on place une caméra. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que ça détermine de spécifique? Les dimensions de la scène, elles sont pensées par rapport à un cadre. En fait, les dimensions des scènes de théâtre de prise de vue, comme on a vu tout à l'heure, sont plus petites, plus réduites que celles d'un théâtre parisien, en tout cas, d'un théâtre, disons, qui n'est pas un théâtre amateur minuscule. Les distances en profondeur d'étagement des éléments de décor et des acteurs sont calculées par rapport aux lois de l'optique, aux lois de la photographie, enfin des matériels de prise de vue. Les couleurs des costumes et des maquillages, elles sont définies en fonction de la sensibilité de la pellicule. Et je n'ai pas besoin de vous parler, parce que ça c'est le plus évident, de la contrainte que le cinéma muet crée pour des acteurs qui sont venus en majorité du théâtre, qui les oblige à s'exprimer uniquement par les corps et le geste. Et c'est l'ensemble de ces adaptations liées à la technique cinématographique qui vont finir assez vite par se structurer en une sorte de cahier des charges. Et une grosse société de production comme Pathé a un vrai cahier des charges qui définit son système de représentation et qui en fait est le fruit d'un travail des opérateurs et de l'ensemble des protagonistes de la mise en scène devant la caméra. Et c'est ce cahier des charges qui fait l'efficacité du système Pathé et qui fait qu'un film Pathé, d'ailleurs, ne ressemble pas tout à fait à un film d'une autre société de production. Pour autant, même s'il y a un cahier des charges, ce que je disais, il y a aussi la possibilité de différences subtiles entre les créateurs, entre les individualités qui sont au travail. Et c'est le cas en particulier d'Albert Capellani, qui, sans être, qui est un metteur en scène qui tend à imposer une touche particulière. Ces différences, ces petites variations, hein, c'est vraiment ce qui, pour moi, définit effectivement la dialectique entre un cahier des charges d'une société de production et puis la possibilité, la marge offerte à des individualités de s'illustrer et de faire des films différents ou supérieurs de ceux de leurs confrères, c'est le type même de ce qu'on peut appeler du cinéma de studio. Hein. C'est ce dont le grand Hollywood des années 20 à 50 a été le sommet, mais dont la firme Pathé finalement offre pratiquement le premier exemple dans l'histoire. Alors, Le Voile du Bonheur présente ainsi des compositions scéniques qui sont tout à fait passionnantes, je trouve. La première scène, le premier tableau qu'on a vu tout à l'heure, organise une petite chorégraphie de mouvements et de déplacements dans laquelle l'œil du spectateur est invité à circuler d'un personnage à l'autre. Hein. Finalement, on nous présente 4 personnages simultanément en 2 minutes. Le troisième tableau, que je vais vous montrer tout de suite, j'y arrive. Voilà le troisième tableau superbe. Scène de rue.
troisième tableau brille vraiment par l'organisation du ballet des figurants qui sont d'abord en avant-plan et puis qui se meuvent lentement par des mouvements différents les uns des autres qui donnent une impression effectivement de foule vers l'arrière-plan pendant que les deux protagonistes, eux, passent de l'arrière-plan à l'avant-plan, au premier plan. Alors si on revoit la séquence deux ou trois fois, on repère bien des figurants qui traversent le plateau, qui sortent et qui reviennent en sens inverse un peu après, c'est-à-dire voilà, il y a des allers-retours destinés à donner l'impression que l'arrière-plan est toujours peuplé. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce mouvement donne une impression de continuel renouvellement et pas de répétition. On n'a pas un défilé répétitif, il y a une manière dont la chorégraphie des figurants s'agence différemment d'un instant à l'autre. Et on a très rarement vu un effet de couleur locale posé avec cette habileté-là au cinéma avant cette date. On peut penser ici, toute proportion gardée, à la manière dont le grand metteur en scène André Antoine a frappé les esprits en 1908 dans sa mise en scène de Ramuncho de Pierre Loti avec une mémorable scène de village basque. Il déployait sur la scène du théâtre de l'Odéon l'image vivante et vibrante d'une place publique où l'on passe, où l'on se hèle, où l'on marchande, où l'on joue. Bref, la vision d'une collectivité comme ça, mise en scène à travers pléthore de figurants qui ont chacun finalement enfin, qui se croisent et qui ne correspondent pas du tout à une espèce de système de défilé ou de cohorte comme on l'a classiquement dans les scènes de groupe dans le théâtre à cette époque, dans le théâtre à grand spectacle par exemple. On peut comprendre en voyant ça que Capellani ait été longtemps pris, semble-t-il par erreur, pour un acteur ou un régisseur formé par André Antoine. Hein. On est vraiment dans cette veine-là, de cette manière de poser un milieu, une couleur locale à travers la mise en scène d'une foule, encore une fois, de manière là plus réduite que ce que Antoine avait pu faire à l'Odéon. J'en viens au tableau suivant, celui où le mandarin arrive chez le sorcier. Donc, avec cette lumière du jour qui passe à travers les vitres du théâtre de prise de vue, cette fois par un mouvement de rotation de la caméra, vous allez voir, Capellani va recomposer le plan en cours de route en conservant la continuité. Le tableau, vous l'avez vu, s'est amorcé avec un échange au premier plan ou à l'avant-scène, si on veut. Ce moment a permis de faire exister le sorcier pour nous. On ne l'avait pas encore rencontré. Donc, il va fixer notre regard sur lui pour la suite. Et en même temps est venu ce recadrage qui nous permet de suivre le mouvement du mandarin qui vient à sa rencontre. Et il y a là une très belle gestion du temps et de l'espace, je trouve. Une très belle gestion du temps parce que il s'agit d'aller au-delà de la seule donnée narrative de la rencontre entre le mandarin et le sorcier. On aurait pu classiquement, dans le cinéma des premiers temps, nous dire le mandarin rencontre le sorcier, plan, ils sont au premier plan tous les deux, ils sont face à face, ils se rencontrent. Il y a une manière de la faire lentement advenir, de nous la faire attendre et désirer. Et puis, il y a une très belle gestion de l'espace avec un plan décentré à deux foyers. Nous avons suivi, là, juste avant, deux actions indépendantes, avec le sorcier qui ignore encore la venue du mandarin et qui s'affaire seul à écrire, et puis le mandarin, lui, qui chemine en aveugle lentement sur le chemin arrivant du fond. Et enfin, voilà, c'est la rencontre, et cette fois, nouveau recadrage, pour que cette fois, tout le monde se trouve dans ce que je pourrais appeler en quelque sorte le lieu du sorcier. Voilà pour le style de Capellani. Mais j'aime aussi, par exemple, les grands monologues mimiques d'Henri Croce, donc l'acteur principal, qui est le grand acteur de Capellani, qui est le Jean Valjean des Misérables, l'Antier de Germinal, qui sont des films bien connus de Capellani un peu plus tardifs. Alors certes, le jeu d'Henri Croce est tout entier tourné vers l'extérieur, c'est un jeu très démonstratif, expressif et pas du tout intériorisé, contrairement à d'autres interprètes un peu plus subtils qui peuvent exister à cette époque. Mais cette éloquence gestuelle, carrée, démonstrative d'Henri Croce représente vraiment un exemple typique et abouti de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pantomime pathétique hein, qui est liée à la tradition du mélodrame dont vient Henri Croce qui est un grand interprète de mélodrame. Et puis on pourrait parler bien sûr du talent des décorateurs, des costumiers, etc.
Mais j'en viens, j'ai parlé de trois plaisirs que me donne ce film, j'en ai vu deux déjà, la capsule temporelle, cette théâtralité cinématographique la patte les choix que fait de Capellani à l'intérieur d'un cinéma de studio. J'en viens au troisième plaisir qui est cette fois du côté de l'histoire hein, plus que du côté du spectateur. C'est celui de voir ce film exprimer de manière assez exemplaire tout un projet culturel de la production cinématographique française dans cette période courte et très prospère qui court de 1907 à 1914. Voilà, et c'est là que j'en viens au contexte, le contexte que j'avais annoncé dans mon titre au départ. 1907 à 1914, pourquoi? Bon, 1914, vous vous en doutez légèrement, mais 1907, pourquoi 1907? 1907, c'est le moment essentiel de transformation du cadre du spectacle cinématographique. Jusqu'à 1906-1907, les bandes cinématographiques, puisqu'on parlait plutôt de bandes cinématographiques que de films, étaient très majoritairement montrées, non pas dans des salles de cinéma, qui pour ainsi dire n'existaient pas à très très peu d'exceptions près, mais dans le cadre de spectacles variés. On les présentait au milieu des attractions foraines, on les présentait au cirque, au milieu des numéros d'un café-concert, ou au sein d'un spectacle de magie, confère Méliès, ou au milieu d'une visite au musée Grévin, ou dans quelques musées de curiosité, ou bien encore la projection d'une bande cinématographique faisait partie des agréments proposés dans un café un soir, ou dans un grand magasin, comme au grand magasin du Fayel. Entre le moment donc de l'invention de la photographie animée par Thomas Edison, les frères Lumière et bien d'autres, les années donc milieu des années 1890 et les années 1906-1907, donc pendant une douzaine d'années, on peut dire que le cinéma, à proprement parler, n'existe pas comme spectacle à part. Il existe en tant que technologie, d'accord, mais il n'existe pas comme média, comme pratique culturelle distincte des autres, comme spectacle autonome. Euh, les choses commencent à changer seulement quand des salles dédiées au spectacle cinématographique ouvrent, et ça va se passer très vite dans toutes les grandes et moyennes villes, en France en tout cas, je parle là de la France. Ces salles de spectacle, elles proposent un programme varié, composé de vues documentaires, de scènes comiques, de drames. Hein. On est sur des bandes qui vont de 50 à 200 mètres. À l'époque, on compte les mètres de pellicule, c'est-à-dire vous divisez par 20 pour avoir le nombre de minutes. Donc 200 mètres, c'est 10 minutes. Là, on est à un film d'une douzaine de minutes. C'est un film plutôt long. En 1910, les métrages se sont un peu allongés par rapport à 1906-7. En 1906-7, 200 mètres, c'est vraiment long. Des vues variées donc, qui sont présentées. Et quand elles sont en centre-ville, ces salles, elles arborent les signes de prestige des théâtres sur leur façade, par leur confort intérieur, par la livrée du personnel, par ses manières. Hein, je vous ai amené, mais il y en aurait plein d'autres, une vue de la salle de l'Omniapathé, qui est une des principales sur les boulevards à Paris, parmi les premières. Et je lis rapidement un petit texte qu'Edmond Moncé écrit avec pas mal de truculence dans Gil Blas en mars 1908. Depuis 4 ou 5 années, depuis que les Pathé et les Gabka c'était une salle de Gabriel Kaiser, ont fait la conquête de Paris, boulevard par boulevard, rue par rue, maison par maison, depuis que se sont multipliés à l'infini les petits réduits, les petits boyaux, les petits entonnoirs luxueux dont le luxe plonge dans le noir de 5 minutes en 5 minutes, durée des films. Depuis que devant chaque porte cochère presque, un homme que l'on prendrait pour le concierge en livrée vous désigne d'un bras bienveillant le guichet à grillage et vous mène ensuite à votre place par un chemin de ténèbres. Depuis qu'il nous est donné de nous évader à la seconde même, sitôt que nous le souhaitons, des banalités de la rue pour être transportés sur le champ dans d'étranges pays et vers d'autres êtres, depuis ces jours bien heureux, il n'est pas d'après-midi où je ne me suis glissé, spectateur furtif, à mon fauteuil dans une de ces salles. Edmond C parle de 4 ou 5 années et c'est étonnant parce que en fait ça fait 2 ans tout au plus que ces salles existent sur les boulevards et c'est dire peut-être si ces nouveaux lieux ont vite fait partie du paysage familier au point qu'il ait pu croire qu'elles existaient depuis 2 fois plus de temps.
Les salles de cinéma fidélisent donc, on le voit, un public qui va généralement revenir de semaine en semaine et à qui il faut donc offrir un spectacle renouvelé, ce qui n'était pas le cas quand le spectacle était exploité par exemple dans un cadre forain. On venait voir le cinéma une fois de temps en temps, rarement. Et en réponse à ce besoin émergent, Pathé, déjà dominant sur le marché français et international, va remplacer la vente des films par la location pour favoriser la rotation des copies, la rotation des titres. Et avec l'essor du marché, qui est vraiment très rapide à ce moment-là, un vrai décollage économique, et vu l'extrême rentabilité de la production de films, avec un retour sur investissement immédiat et énorme, l'économie du cinéma connaît à ce moment-là, dans cette courte période autour de 1907, un vrai boom et même une bulle spéculative. Les nouvelles sociétés de production fleurissent en tous sens. Et il y a un court moment qu'on pourrait appeler un moment start-up dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'on entre dans le cinéma français avec un nouveau concept et on trouve tout de suite des gens qui sont prêts à vous amener de l'argent pour investir là-dedans. C'est ainsi que deux banquiers d'affaires, les frères Laffitte, vont créer des sociétés qui ont pour objet le cinéma publicitaire, une société du cinéma publicitaire, une société du cinéma itinérant automobile. Ils vont acheter l'ancienne salle de spectacle de l'Hippodrome, une salle géante place Clichy, pour en faire le plus grand cinéma du monde. C'est le futur Gaumont Palace, mais c'est eux qui commencent à en faire un cinéma. Et puis ils vont bientôt faire un plus gros coup encore, mais n'allons pas trop vite, comme disait Monsieur X. Le nombre de films explose, d'accord, mais où trouver des sujets, des idées de scénario pour faire autant de films? En fait, ça fait des années que les producteurs de films ont l'habitude de faire feu de tout bois. On adapte en cinéma des faits divers, des actualités, couronnement du roi d'Angleterre, des grands classiques de la littérature, un petit un tableau des Misérables de Victor Hugo, de la peinture d'histoire, le mélodrame, la chanson, tout peut être mis en film. Tout, et y compris la littérature récente, si une pièce de théâtre, une nouvelle qui date d'il y a un mois, 5 ans, 10 ans, contient une idée exploitable. Cette habitude, elle était prise depuis des années et le cinéma, un peu comme l'imagerie, pouvait faire ça très librement sans que les auteurs s'en mêlent. Et puis, d'un coup, Pathé a dû être surpris quand, en 1908, coup sur coup, deux écrivains l'assignent en justice pour contrefaçon, parce qu'ils ont reconnu ou cru reconnaître dans un film le sujet d'une de leurs pièces. Et puis les sociétés d'auteurs, la SACD, la Société des gens de lettres, se solidarisent avec ces écrivains. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'une réalité qui passait sous les radars devienne un objet de scandale, pour que ces adaptations qui, en quelque sorte, allaient de soi, deviennent quelque chose pour lesquels les auteurs des œuvres originales exigent des droits, œuvres originales supposées, hein, puisque d'ailleurs les titres ont été changés. Une explication, c'est que cette réalité est devenue beaucoup plus visible des écrivains concernés. Désormais, vous l'avez vu, il y a des salles sur les boulevards sur lesquelles passent ces films. Ce sont des lieux que les écrivains comme Edmond C peuvent fréquenter ou des proches à eux qui vont découvrir qu'on porte leurs sujets, leurs idées de pièces de théâtre à l'écran sans leur demander l'autorisation. Et puis il y a peut-être une deuxième explication qui est complémentaire de la première, c'est que avec ces salles de spectacle qui sont désormais dans les centres-villes et même qui sont sur les grands boulevards à Paris, au voisinage des théâtres, eh bien le spectacle cinématographique a changé de statut symbolique. Maintenant, ce n'est plus considéré purement comme de la photographie animée, un mode de reproduction mécanique. On commence à y percevoir une vraie forme de représentation dramatique simplement parce que le cinéma a changé de lieu d'exploitation et qu'il est désormais dans le monde géographique des théâtres. Et c'est dans ce contexte que la nouvelle initiative des frères Laffitte voit le jour. Ils vont créer au début de 1908 la Société du film d'art avec l'idée de demander aux plus grands comédiens français de jouer dans des films imaginés par les plus grands écrivains, de confier les décors et la mise en scène aux plus grands aussi de la scène parisienne, et même de commander des partitions musicales originales à des compositeurs. Il y a un grand banquet d'écrivains, et on annonce que des écrivains, je vais citer les plus connus aujourd'hui, Pierre Louis, Anatole France, mais aussi Henri Lavedan, G. Lenôtre, Alfred Capu, quantité d'autres, Georges Courteline, vont écrire pour le cinéma. Edmond Rostand, je l'oubliais.
Et il y a de leur part, c'est évident, puisqu'on a retrouvé la correspondance d'Henri Lavedan, directeur littéraire du film d'art, un vif intérêt pour eux pour le cinéma. Il ne s'agit pas simplement de gagner facilement de l'argent, comme on a pu le dire, le prétendre. Il s'agit pour eux d'un véritable intérêt, de curiosité au moins, pour ce que le cinéma pourrait leur permettre de nouveau. Offrir par exemple à un historien comme le nôtre ou comme Georges Desparbès, qui romance, disons, l'histoire de France, la possibilité de tourner des sujets comme des scènes de la Révolution française dans les décors authentiques des événements et non pas sur une scène, et de multiplier à l'infini les décors dans lesquels on tourner dans les décors où les événements historiques ont eu lieu. Ou tel autre va se passionner au contraire pour les effets spéciaux, les effets de substitution, d'apparition, disparition que permet le cinéma, avec une grande simplicité. Voilà, du côté des acteurs sont annoncés Sarah Bernard, Mounès Sully, Le Bargy, toute la comédie française. Il y a un gros battage publicitaire et Pathé décide de soutenir cette entreprise qui est au départ née hors de son giron, en éditant les films, c'est-à-dire en tirant les copies et en les faisant circuler dans son réseau. Et, et de cette manière, dans un marché du cinéma qui est un peu en ébullition et en surproduction, avec énormément de production de films de tous côtés, Pathé marque un coup, se distingue en mettant à son catalogue les noms les plus prestigieux, les noms d'auteurs en particulier, et la promesse de films hors du commun que portent ces noms, qui permet finalement de réaffirmer son statut prédominant sur le marché. Mais le jeu de Charles Pathé est un peu ambigu aussi, parce que quelques semaines plus tard, après ces débuts du film d'art, eh bien une initiative concurrente émerge, avec cette fois Pathé comme actionnaire de l'entreprise, alors qu'il n'était pas actionnaire du film d'art. Et cette initiative concurrente du film d'art, c'est la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres. On y est. La Société cinématographique... La Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, productrice du Voile du bonheur. Ah, décidément. Quand ça veut pas. Hop, voilà. SCAGL, ce drôle de sigle en bas du visuel. Cette société cinématographique des auteurs et gens de lettres, elle a été fondée par deux écrivains hommes d'affaires, je pourrais dire, Pierre de Courcelles et Eugène Guggenheim. Pierre de Courcelles, il est romancier populaire à grand succès, énorme succès de Les Deux Gosses, qui a été ensuite adapté au théâtre. Il a des responsabilités exécutives dans les deux sociétés d'auteurs, à la SACD et à la SGDL. Et puis Guggenheim, il est administrateur de théâtre. Tous les deux, ils essaient d'obtenir une sorte de monopole sur le répertoire de tous les écrivains affiliés aux sociétés d'auteurs, et puis ils ne vont pas y parvenir. Et ils vont mobiliser tout leur réseau de connaissances, un peu comme le film d'art le fait de son côté, pour signer avec un maximum d'écrivains des contrats d'exclusivité. Donc ils accumulent des contrats d'exclusivité pour des années et des années avec des écrivains français, connus ou moins connus. Voilà, donc il y a cette concurrence et ce parallélisme entre les deux sociétés, film d'art et société cinématographique des auteurs et gens de lettres. Simplement, elles vont connaître des destins opposés. Le film d'art, dès 1909, c'est la débâcle financière. Les films ont rencontré le succès, mais il y a trop de personnalités prestigieuses avec des engagements multiples qui ne réussissent pas forcément à se libérer pour le cinéma. Des propositions qui partent dans tous les sens, une difficulté pour les acteurs à s'approprier des scénarios parfois trop sophistiqués, écrits par des écrivains qui ne connaissent pas très bien les contraintes du cinéma. Or, pour tenir à cette époque, il faut sortir les films à un rythme métronomique, faire comme ça des tournages en 2-3 jours, tout programmer, tout sortir, et puis sortir des films. Donc le film d'art trop ambitieux, finalement, échoue. Alors qu'au contraire, la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, c'est dur à prononcer, la SCAGL démarre assez modestement, dans l'ombre de Pathé, et puis assez vite, elle va grandir,
et elle va devenir même en 1913-1914 le principal pourvoyeur de films longs pour le réseau Pathé, parce que à ce moment-là vont émerger les films, on peut dire de long métrage, les films qui vraiment occupent le gros d'une séance, des films d'une heure et plus. Ça va se passer très vite en 13-14, et ça va se passer en France notamment grâce aux adaptations littéraires, parce que finalement le fait de pouvoir s'appuyer sur une matière littéraire d'un grand roman rassure tous les acteurs du marché cinématographique sur le fait que le public ne va pas s'ennuyer et qui va rester dans la salle et qui va tenir une heure devant un seul film, ce dont on n'avait pas du tout l'habitude jusqu'alors. Mais nous n'en sommes pas là en 1910. En 1910, année du voile du bonheur, on est encore sur des films qui ne dépassent pas le quart d'heure, la plupart du temps, sauf grosse exception. Euh, ta. Voilà. Je voudrais pas trop déborder. Ça va? Bon. Alors, j'en viens à un point donc sur lequel il y a pu avoir des choses écrites un peu schématiques. C'est les différences esthétiques entre le film d'art et la SCAGL. On a pu beaucoup dire finalement que le film d'art, c'était de l'ordre d'une aspiration d'ordre académique, tout ça parce que c'est porté par beaucoup d'écrivains de l'Académie française et des acteurs de la comédie française, et donc ce serait du côté des scènes historiques pesantes, solennelles, etc., tandis que la SCAGL, elle, serait du côté du réalisme social, avec une influence d'André Antoine, là encore, André Antoine qui, ça viendra à l'appui de cette thèse un peu schématique, André Antoine qui en 1915, quand il arrête de diriger l'Odéon, devient metteur en scène de films et tourne 7 ou 8 films, je ne sais plus, pour la SCAGL. Mais en réalité, cette opposition est tout à fait exagérée, parce que il y a dans le répertoire du film d'art, je vous l'ai dit, une énorme diversité de propositions. Les films du film d'art partent dans tous les sens. Il y a du burlesque, il y a des films qui relèvent du réalisme social, et puis il y a des scènes historiques entièrement en décor. Et de même, du côté de la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, il y a certes euh, Les Misérables ou Germinal un peu plus tard, ou L'Assommoir en 1909, tout film de Capellani qui peuvent relever de la tendance du réalisme social avec du tournage en extérieur dans des cadres de rue, dans des cadres voilà, de banlieue, etc., choisis pour leur côté non pittoresque en quelque sorte, pour leur côté, pour leur réalisme profond. Mais il y a aussi, au sein du répertoire de la CSGL, un film comme Le Voile du Bonheur, qui est tourné dans des décors entièrement fabriqués, à part quelques courtes scènes d'extérieur. On est dans des scènes extrêmement composées, extrêmement picturales. Et donc, cette opposition, on le voit bien ici, est tout à fait schématique. Il y a en fait de l'influence d'André Antoine de l'esthétique d'Antoine qui a quand même 30 ans d'histoire derrière elle, hein, ça remonte aux années 1880 sur tout le théâtre et donc aussi sur le film d'art et la SCAGL. Donc, cet ancrage social, cette valorisation des milieux, elle existe dans les productions des deux sociétés. De même que l'éloignement, au contraire, du côté de scènes marquées par l'artifice. Alors, plutôt que de chercher à caractériser une sorte d'esthétique propre aux sociétés, je voudrais plutôt insister sur deux choses autres. D'une part, ce qu'on voit sur cette affiche, comme sur beaucoup d'autres à cette époque, c'est comme la figure des auteurs est valorisée. Hein, souvent comme ici en médaillon, le nom de Clémenceau y est en gros, et puis il y a cette vue en médaillon, ce petit portrait, c'est pratique assez courante sur les affiches. Et là, on est au cœur d'un phénomène très spécifique à la France, qui est celui d'une patrimonialisation de la littérature par le cinéma.
la littérature, elle n'a pas seulement pour fonction de fournir de la matière à scénario, de la matière à idées de films, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, où disons la littérature voilà, est une sorte simplement de réservoir. En France, bien sûr, elle l'est aussi, elle a cette fonction, l'adaptation, mais la littérature est également célébrée en tant que telle par l'industrie du cinéma, et elle le sera encore plus dans les années 20. En fait, la littérature est célébrée par le cinéma à des fins de légitimation et de valorisation du cinéma lui-même en retour, puisqu'évidemment le prestige associé aux œuvres et aux écrivains rejaillit sur les films à travers la publicité qui est faite. Et le film d'art, comme la SCAGL, sont vraiment au départ de cette histoire-là, de cette histoire particulière, de cette histoire française de l'alliance entre la culture littéraire au sens large, très large, et l'industrie du cinéma, cette naissance de ce qu'on a pu appeler la fiction cinématographique patrimoniale, cette manière de réutiliser de manière valorisante le répertoire, notamment le répertoire du 19e siècle, mais pas seulement, dans le cinéma. L'autre élément qui fait du Voile du Bonheur une matière rêvée pour le cinéma en ces années, c'est que le sujet se prête à la composition de tableaux exotiques raffinés. Et là est sans doute la raison de la mention série d'art Pathé et Frères, qui ne se trouve pas du tout sur tous les films de la SCAGL. J'ai perdu mes notes. Tac, tac, tac. C'est pas grave. La série d'art Pathé et Frères, là, on est au cœur vraiment d'un mantra de la production cinématographique en France et dans une partie de l'Europe à partir de 1900, dans les années 1909-1910, dans la suite du film d'art toujours, c'est de mettre le mot art à toutes les sauces. Donc toutes les firmes de cinéma ont leur série d'art, leur film d'art ou leur film d'auteur. Les mots art et auteur sont extrêmement présents. Et chez Pathé, la série d'art, c'est un label qui est appliqué tout particulièrement aux films qui présentent des caractéristiques marquées vraiment par la picturalité. Donc les grandes compositions sur des thèmes bibliques, les tableaux d'histoire ou comme ici, des compositions de l'ordre d'un exotisme raffiné qui s'appuie sur des mobiliers néo-styles, sur des costumes extrêmement élaborés, voilà, sur l'évocation de toute une culture raffinée, passant évidemment à travers le filtre de tous les stéréotypes de l'exotisme de cette époque. Voilà, donc mise en exergue d'un auteur, picturalité, ce sont là des éléments porteurs, je dirais, dernier cri en 1910. On est vraiment dans ce que sont les caractères les plus up-to-date de la production de prestige à cette époque, si je peux dire. Mais en fait, la révolution des films d'art à cette époque n'a rien eu d'absolu ou de radical. Évidemment qu'il y a aussi une continuité avec la période antérieure, avec la période de la cinématographie attraction. L'esthétique de l'émotion forte qui nourrissait le cinéma des attractions à l'époque foraine n'a pas disparu du jour au lendemain. Pensez, et revenons à Clémenceau, pensez à l'interdiction par Clémenceau en 1909, cette fois au titre de ses fonctions politiques, des films, du film de l'exécution capitale qui a eu lieu dans le Nord à cette époque-là, la reprise de l'activité de la guillotine après une longue interruption qui fait sensation. Et donc ces images prises, je crois, à la sauvette sont exploitées en salle de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une catégorie effectivement de production de films encore à cette époque qui est marquée par une esthétique de l'émotion forte qui se retrouve aussi dans les fictions et qui se retrouve jusque
dans les fictions des films d'art. Je pense à L'assassinat du duc de Guise, le film le plus prestigieux du film d'art, grand événement de sa projection, qui se termine par l'incendie du corps du duc de Guise dans une cheminée et par l'évanouissement de sa maîtresse devant le roi qui s'est brutalement démasqué. Et le film s'arrête là. Donc c'est ça, l'émotion forte qui, en plus, sans résolution et apaisement, vient marquer l'acmé et la fin subite du film. Cette esthétique de l'émotion forte, elle est toujours attendue, malgré la revendication voilà, artistique, picturale, raffinée. Et de toute évidence, la scène où le mandarin renonce à la vue, s'aveugle, cette espèce de suicide optique, si je peux dire, suicide ophtalmique qui arrive tout à la fin du film, est de nature à provoquer cette émotion forte qui est encore recherchée et voilà, qui est un argument en faveur de l'adaptation d'un tel sujet. Et puis je crois que j'avais pensé à autre chose qui était encore une... Oui, puis il y a encore autre chose qui, bien sûr, qui est une rémanence de l'ancien cinéma, c'est la simplicité de la fable. Même si on annonce qu'on va filmer des scénarios plus élaborés, c'est ce que le film d'art a entrepris de faire en 1908, c'est ce sur quoi il s'est cassé les dents avec des scénarios vraiment extrêmement sophistiqués par rapport à ce qui existait préalablement. Et on en tire les leçons et très vite on se dit il faut revenir aussi à des fables extrêmement simples que les acteurs puissent rapidement s'approprier pour un tournage rapide et surtout en laissant pas les spectateurs en chemin, en faisant en sorte que tout le monde soit en mesure de suivre un film quand même qui se déroule dans une durée extrêmement condensée. Et la simplicité, la sorte d'épure de conte qu'a le voile du bonheur, c'est évidemment un argument aussi en faveur de l'adaptation de ce sujet. Et ça peut expliquer que Pathé, qui connaissait très bien son métier, ait eu le nez fin. Ce que j'apprends à l'occasion de cette exposition, c'est que, du moins, il n'y a pas de raison d'en douter, c'est lui, si on en croit une lettre qu'il a envoyée plus tard au réalisateur Abel Gance, c'est lui, Charles Pathé, qui a incité les producteurs de la SCAGL à acheter les droits d'adaptation du voile du bonheur. Il ne l'a pas fait du tout par hasard. Le film le voile du bonheur se prêtait à la fois, vous le comprenez, à une représentation, à une intégration à la politique de production de films d'art et de films d'auteur, et en même temps, il représentait la garantie d'un film, comment dire, qui suive ce que Pathé devait percevoir encore comme les règles d'airain de la production cinématographique, à savoir conclure sur les fictions sur une émotion forte et également offrir des fables extrêmement simples qui puissent parler à tous les types de publics en France, en ville, ailleurs et également à l'étranger, puisque la politique de production de Pathé est de viser un public international avec une position encore dominante sur le marché, notamment américain, à cette époque-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Alain, Caro, pour cette passionnante intervention. J'ai beaucoup appris, j'avais plein de questions. Puis le pire, le problème c'est que vous avez répondu après à toutes les questions. Pour l'auteur, voilà. Bon, moi j'en ai trouvé deux quand même. Quelque chose de très technique. Une séance à l'époque, ça durait combien de temps? Il y a eu combien de films ont présenté à ce moment-là? Et la deuxième question, est le cinéma américain avant présenté en France, qu'on peut présenter dans les cinémas avant la Première Guerre mondiale? Parce que vous n'en parlez pas, donc voilà. Merci. Alors, une séance de cinéma, ça peut être tout à fait variable, mais ce qui, disons, dans les salles de cinéma parisiennes dans ces années-là, on est souvent sur des structures en trois parties avec des entr'actes et une séance, c'est assez copieux, hein. Ça peut durer 2 heures.
Enfin, un programme plutôt, on devrait dire, puisque les gens peuvent entrer au fur et à mesure, hein, à tout moment, mais un programme entre le premier film et le dernier film, puis après on peut repartir du début. Un programme, ça va être couramment 2 heures, ça va être une dizaine de vues, avec encore une fois tout type. Enfin, la notion il n'y a pas de salle spécialisée, la notion de composition des séances, de variété est extrêmement importante pour les exploitants en France. Et ça va d'ailleurs être un facteur de résistance à l'émergence du long métrage au début, parce qu'ils ont peur qu'effectivement on perde des spectateurs en se dédiant en particulier à un film dramatique, au lieu de conserver cette sorte de composition qui permet de plaire un peu à tout le monde avec du gros comique, de l'actualité, de la vue documentaire, etc., etc. Euh, oui. Il y avait des attractions aussi entre chaque film. Oui, alors il peut y avoir, ah oui, oui, il peut y avoir effectivement dès cette époque des attractions vivantes sur scène entre les films, mais ça n'est pas systématique, hein. De prestige au milieu entre le court métrage et le long, etc. Ça peut exister. De toute façon, il y a toute une dimension vivante qui souvent nous échappe aussi parce qu'on n'a pas les archives et les sources dans les salles de cinéma. On ne sait pas très bien forcément comment les films étaient accompagnés. Enfin, on a des éléments, mais il y a beaucoup de points d'obscurité quand même, hein, là, sur l'organisation des séances. Alors, les connaissances progressent dans ce domaine, mais on n'a pas tout tiré au clair. Mais il peut y avoir effectivement des éléments d'attraction, mais ça n'est pas un format, un standard systématique. Ce qui était quand même nouveau, c'était d'offrir à l'époque, c'était pas de faire des séances composées parce que le cinéma venait de là, je vous l'ai dit, c'était finalement un élément de spectacle composé jusqu'à l'apparition des salles dédiées, et puis les salles dédiées viennent effectivement offrir un spectacle uniquement cinématographique, et là est la grande nouveauté. Après, la présence du cinéma américain et globalement des films étrangers. Elle existe, elle est réelle, mais il faut avoir en tête effectivement que la production française est dominante sur le marché français jusqu'en 1914. Puis après, avec la guerre, tout va s'effondrer au contraire. Et ça change tout parce que voilà, un film comme Le Deuxième Voile du Bonheur en 1923, ça se passe dans une industrie cinématographique complètement atomisée. Voilà, un réalisateur qui monte sa propre société de production, qui va chercher ses modèles aux États-Unis. La syntaxe cinématographique d'Édouard-Émile Violet est très inspirée du cinéma américain, tout ça. Alors que là, en 1910, on est sur un cinéma français dominant qui produit ses propres modèles issus, comme je l'ai expliqué, des techniques de la scène parisienne, tout en ayant adapté les recettes du théâtre aux contraintes et aux spécificités de la prise de vue. Néanmoins, effectivement, les cinémas étrangers sont présents, le cinéma américain, mais aussi le cinéma italien qui commence à émerger fortement dans les années 1908, 1910 et jusqu'en 14 et même au-delà, puisque le cinéma italien ne va pas être désorganisé par la guerre tout de suite de la même façon. Le cinéma danois qui va avoir aussi une grande importance. Voilà. Et le cinéma américain va néanmoins, même s'il n'est pas majoritaire, il va néanmoins avoir une vraie visibilité en France. Et à partir notamment des films de la Vitagraph, une société de production marquée par beaucoup de réalisme, on va dire, de forme de mise en scène très réaliste et sobre de la vie américaine, à travers des drames bien troussés, il va y avoir une vraie influence exercée par les films américains, même si c'est peut-être à la marge, sur la production française. Certainement pas sur Albert Capellani, mais sur d'autres metteurs en scène comme ceux de la Société Éclair, comme Jasset, ou d'autres, ça c'est sûr. Ouais. Capellani va partir aux États-Unis et va faire la suite de sa vie, de sa carrière aux États-Unis à partir de 1915. Mais pour le coup, le cinéma de Capellani me semble subir aucune influence américaine jusqu'à ce qu'il quitte la France, il me semble. Monsieur. Je me suis intéressé à un consul français en Chine et qui a beaucoup photographié au début du cinéma, enfin, il y a des photos depuis longtemps, charnière à peu près 1885
1905. Et en Chine, il est parti avec une caméra qui avait été, croyons-nous, prêtée par les frères Lumière. Et il a envoyé ces séquences à Gaumont, qui les commercialisait. Et voyant les films, j'ai été frappé, notamment dans les scènes de rue, de l'atmosphère, qui est tout à fait celle en particulier la scène du guérisseur, on s'y retrouve dans ces films. Alors je me demandais si le réalisateur avait pu avoir connaissance de ces séquences filmées sur place et qui étaient extrêmement, enfin, je crois, jusqu'à plus en point informé, que ces séquences tournées par ce consul sont les premières images de cinéma tournées en Chine. Là, elles se trouvent aujourd'hui à la Centre national du cinéma à Bois d'Arcy. Elles ont été restaurées et projetées à plusieurs reprises à la Cinémathèque ces dernières années, avec, comment ça s'appelle, Marianne Boer, vous connaissez peut-être, ou Madame de Place. Oui. Oui. Voilà, Passionnant passionnant ce que vous dites parce que je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que alors que ça soit ces images-là ou d'autres, parce que entre ce moment dont vous parlez, la fin des années 1890, j'imagine, oui, et 1910, il y a pu avoir d'autres occasions pour Albert Capellani et les spectateurs de voir des images tournées en Chine. Mais c'est vrai que il faut voir que l'un des attraits majeurs du cinéma, particulièrement pour les publics lettrés, c'était les vues des pays lointains. Hein. C'est quand même ça qui était d'abord goûté des gens lettrés comme Edmond C, que je disais tout à l'heure, et beaucoup d'autres, qui pouvaient s'amuser ou regarder avec intérêt teinté de condescendance les fictions, mais qui allaient véritablement se passionner pour les vues des chutes du Niagara ou des foules en Chine. Et le fait d'imaginer que la mise en scène d'Albert Capellani ait pu être pensée aussi en référence aux souvenirs de scènes de rue ramenées par des opérateurs à l'étranger. Pathé en avait toute une armée parcourant le monde. Ça, c'est une hypothèse extrêmement intéressante qui mériterait voilà, on aura envie de mettre les images côte à côte et de se dire, tiens, voyons les solutions qu'ils ont trouvées, cette manière dynamique. Moi, j'avais pensé effectivement à rapprocher plutôt de pratiques qui commençaient à se faire au théâtre, comme je disais, comme le Ramon Show de Pierre Loti, mais il y a aussi cette source-là, cette influence-là qui peut être effectivement tout à fait probable, ouais. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la bobine russe, mais elle était en Russie, elle est revenue en France ou on l'a retrouvée Elle est toujours en Russie, l'original, simplement, elle a été numérisée voilà, par, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont numérisée ou si ça a été numérisé en... Oui, voilà. Voilà. Ils nous ont envoyé le lien. Voilà, fichier, voilà, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc voilà, c'est le Gosfilm au fond. Alors, je parlais de Cinémathèque de l'URSS parce que ça a été, parce qu'elle porte encore son nom en plus de l'époque soviétique, mais voilà, cette Cinémathèque nationale russe, qui est une énorme cinémathèque, et qui, toutes les cinémathèques recueillent effectivement des copies dans le pays, enfin souvent dans le pays, mais qui peuvent être des copies de films étrangers, puisque par définition et dès l'origine, le cinéma est un médium international. Les films ne sont jamais... Les films sont toujours produits potentiellement pour un marché international. Finalement, le parlant a pu conduire dans un premier temps une restriction dans des frontières nationales parce qu'il y avait la barrière linguistique, mais le cinéma muet, lui, est d'emblée international, mondial. Après, tout dépend de l'envergure et tout, évidemment, de la distribution, mais chez Pathé, c'est certain. Et donc, Pathé produit, d'ailleurs, a une succursale en Russie qui produit des films russes et qui permettent d'étoffer son catalogue, y compris pour la distribution en France. Pathé Rousse, qui fait du film d'art russe, inspiré des chefs-d'œuvre de la littérature russe, etc. Et puis aussi des images documentaires, des vues de la vie quotidienne et autres.
et il a une structure donc de location qui distribue, qui loue les films, y compris produits en France, notamment ce produit donc à Vincennes et à Montreuil, pour être distribué à travers toute la Russie. Bon, évidemment, la révolution russe vont mettre fin largement à ces échanges, mais le cinéma français d'avant 1914, il y a des titres qui ont disparu comme celui-ci qui vont se retrouver. Enfin, il y a des titres effectivement qui ont disparu dans le pays d'origine et puis qui se retrouvent à travers une copie d'exploitation russe, par contre au Gosfilm. Ça veut dire que les sous-titres étaient remis dans la langue du pays, ou les sous-titres français? Oui, les intertitres qui sont les cartons, on en a vu un tout à l'heure brièvement. Voilà, c'est ça. Les cartons sont, c'est en russe. Voilà. Alors vous avez la marque déposée, qui, je le retrouve plus là, mais vous avez la marque déposée au coq, elle qui est là. Donc on fait effectivement, en fait à l'époque pour tout dire, on envoyait les bobineaux d'éléments de tirage de chacun des tableaux. On faisait un tirage le tirage des copies se faisait en développant comme ça les morceaux de bobino tableau par tableau, et puis on insérait les intertitres qu'on posait sur place au scotch. Et donc copie par copie, chaque copie était comme ça. Voilà, il n'y avait pas encore les systèmes de production mécanique d'une copie dans son intégralité en un seul tenant. On collait les images et les intertitres copie par copie. Voilà, donc étaient envoyées de France les images et puis sur place on faisait les titres. Voilà. Voilà, là vous voyez. Voilà. Hein? Et vous avez parlé de 1923. Quelle est vous disiez qu'il y avait une différence entre ce film que vous nous avez présenté, 1923. Vous pouvez en dire la deuxième adaptation du Voile du Bonheur, vous avez dit qu'il y avait des différences. Oui, il y a 1000 différences. Différences de contexte, donc comme je le disais tout à l'heure, là, dans on a un cinéma extrêmement prospère, hégémonique sur son marché, dominant au niveau international en 1910. On a un cinéma en crise, écroulé, nostalgique de sa prospérité antérieure, qui ne sait plus comment faire pour se réinsérer dans le marché mondial, pour redémarrer en 1923. Vraiment un cinéma en crise, ça va s'arranger un peu après, mais avec des tentatives de réindustrialiser. Mais en 23, on est vraiment encore au fond du fond. Il y a, et puis au niveau stylistique, oui, on est dans un modèle vraiment issu développé un peu, développé sur place, si j'ose dire, avec le système de production pâté et voilà, un modèle de production bien rodé, dont on est très sûr et qui est vraiment issu de techniques théâtrales et techniques photographiques sur place, avec pas beaucoup d'influence extérieure. Alors que le film de 1923, même si Édouard-Émile Violet est vraiment une personnalité artistique très très singulière, enfin évidemment, et puis le fait de tourner avec des acteurs chinois, et puis sa passion pour le sujet, tout ça est en fait quelqu'un d'absolument exceptionnel, d'une individualité hors norme. Mais la syntaxe des éclairages, du montage, etc., l'apparente vraiment beaucoup au cinéma américain de cette époque-là. On est vraiment dans un cinéma qui est, du point de vue purement de son langage, pur dans l'imitation vraiment précise du cinéma américain, qui effectivement, pour les cinéphiles français dont il fait partie à cette époque-là, est devenu le grand modèle, quoi. C'est-à-dire que voilà, à partir de 1916, pour les intellectuels français passionnés de cinéma, le cinéma, c'est d'abord le cinéma américain, et puis quelques autres, et le cinéma français d'avant 1914, mais c'est vraiment le repoussoir, ce que je disais, le théâtre filmé. Négligeant en ça le fait que cette phase de passage, enfin que le cinéma pouvait pas surgir de nulle part, et qu'en fait le cinéma d'avant 1914, il est effectivement toujours issu soit du monde de la magie comme chez Méliès, soit du monde de la photographie animée, et de la photographie, et en l'occurrence là issu du monde du théâtre, et définit et trouve une voie un peu, encore une fois, comme la musique enregistrée, trouve une voie particulière, tout en se situant vraiment dans le giron du théâtre. Mais pour les Français férus de cinéma des lendemains de la Grande Guerre, c'est vraiment
c'est vraiment le cinéma dont on veut absolument se séparer. Si on le projette, c'est pour s'en moquer, c'est pour montrer comme on a évolué depuis, quoi. Et déjà à l'époque, sur un tournage comme celui-là, qui est très condensé en temps, vous citiez 2 jours, la technique était la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des prises, des reprises, on avait le temps quand même de retourner une scène, où c'est, quand vous faites allusion au théâtre, c'était presque du one-shot, parce que les acteurs arrivaient tout de suite à rentrer dans le rôle. C'est difficile à dire. On n'a pas. Déjà, c'est exceptionnel qu'on ait la connaissance que ça ait été en 2 jours et qu'on connaisse la date. C'est loin d'être toujours le cas. On n'est pas du tout dans un. Enfin, je pense que le coût de la pellicule fait que la politique n'est pas de faire plusieurs prises. On répète les scènes jusqu'à ce qu'elles soient au point, et après on tourne. Et c'est a priori absolument rarissime qu'on retourne une scène. Bien sûr, un accident peut toujours arriver, mais a priori, on est avec des acteurs de théâtre qui savent faire, effectivement, ils connaissent leur métier. On travaille un peu comme au théâtre, on répète et puis après, on fait une prise. Ouais. Bah, merci beaucoup, Alain. Cut.